Bienvenue à cette réunion du 8 janvier, une nouvelle année qui commence. Tout le monde est frais et dispo, tout le monde en pleine forme, surtout après les belles nouvelles qu'on a eues l'année passée. Il y en a qui voient ça comme un fardeau, il y en a d'autres qui voient ça maudit qu'on est chanceux, puis il y en a d'autres qui disent on le mérite. C'est ça. Alors, sans plus tarder, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de la connaître la différence. Alors, on appelle la réunion à l'ordre et ça nous amène à la confirmation du quorum. Je sais qu'on a un joueur additionnel à l'extérieur. Conseiller Godette. Bonsoir, M. Godette. Et pour continuer, déclaration de conflit d'intérêts. Rien qui a été rapporté. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposition par le conseiller Brideau, appuyée par le conseiller Thibodeau, que l'on accepte l'ordre du jour tel que présenté. Sur la question, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté et ça nous amène aux présentations, requêtes et pétitions au 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil à la Gendarmerie royale et Mme Chantal Turgeon. Non, ça, Turgeon-Roy, c'est l'autre. Farah, Mme l'inspectrice Chantal Farah qui est avec nous ce soir. Bienvenue. Aussitôt que je trouve l'autre bouton. Oh. Et voilà. On avait oublié d'allumer l'écran. Et voilà. Bonsoir, Monsieur le maire, conseiller et conseillères. Bonne année. À la dernière réunion du Conseil au mois de décembre, je vous avais partagé qu'on était au Sobeys sur la rue Regis à Dieppe afin d'aider la Banque alimentaire Second Mile qui vient en aide aux familles dans la région. Alors, à titre de compte-rendu, je voulais juste vous informer que notre événement a ramassé au-dessus de 920 livres de nourriture en juste cette soirée-là, ainsi que 890,65 $ en dons monétaires. Alors, un gros merci pour la générosité des citoyens de notre région. Le 15 décembre, le service régional de Kodiak a tenu un bal régimentaire à l'hôtel de ville à Moncton. La lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l'honorable Brenda Murphy, le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, l'honorable Chris Austin, ainsi que notre commissaire de la GRC, Mike Duhem, notre commandante Diana Hill et bien d'autres dignitaires, incluant bien de vous. Je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, ainsi que les conseillers, conseillères et les représentants de Dieppe pour votre présence à ce qui a rendu notre événement un grand succès. De cet événement-là, on a eu un reste des recettes de l'achat des billets. Alors, on a bien voulu distribuer cet argent-là aux 3 banques alimentaires qui desservent notre région, à Dieppe, Moncton et Riverview. Alors, le 4 janvier, on a remis 3 chèques d'une valeur de 845 $ à la Banque alimentaire Second Mile, un autre au Centre communautaire Peter McKee, ainsi qu'un 3e à la Banque du Comté d'Albert, pour un total de 2 535 $ pour nourrir les gens de notre région. À titre de mise à jour opérationnelle, j'ai juste un dossier à vous amener. L'équipe de réduction de la criminalité de Kodiak a localisé un véhicule volé sur la promenade McLaughlin à Moncton le 3 janvier. Le véhicule avait été rapporté volé de la région de Salisbury au mois de novembre. Puis justement, il y a un de nos patrouilleurs qui avait l'œil vif.
Il a trouvé le véhicule ainsi qu'un homme de 27 ans qui a été arrêté pour possession du véhicule. Lors de l'arrestation, je tiens aussi à signaler qu'il y avait une arme à feu à l'intérieur du véhicule, puis de la munition non sécurisée, ainsi qu'une quantité de drogue qu'on soupçonne être la méthamphétamine en cristaux et du tabac contrebande. Alors, cet individu-là va comparaître en cours à une date ultérieure pour faire face aux accusations connexes. Alors, c'est tout pour mon rapport pour ce soir, si vous avez des questions. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Vous n'allez pas vous en sauver comme ça. On commence à recevoir beaucoup de plaintes de vol par effraction sur la rue Champlain à la hauteur de tout près de avant de rentrer dans le parc industriel essentiellement, là, mais du côté spécifiquement du côté sud de la Champlain. Et puis, je pourrais vous donner plus de détails là-dessus si vous n'avez pas... On me dit qu'il y a déjà eu plusieurs plaintes qui ont été... Sur des entrées dans les commerces dans cette région-là? Dans les commerces. Oui, OK. C'est sûr, si jamais il y en a qui ne nous ont pas été signalés, s'il vous plaît, encouragez les entreprises. Puis au bout de mes doigts, je ne les ai pas, toutes les données. Ouais. Mais je peux vous dire que dernièrement, je veux dire, on a tout le temps des trends qui montent puis qui descendent. La chose importante, c'est d'essayer de rapporter les choses vraiment sur le tas, puis de nous soumettre n'importe quel genre de vidéo vraiment dans un bon temps et lieu. Des fois, certains de nos gros défis, c'est d'avoir cette vidéo footage-là. Alors, merci de vous l'apporter. Puis, juste parce que vous avez la porte, je vais vous dire aussi que des vols à l'intérieur des véhicules, j'avais remarqué à peu près une demi-douzaine de plaintes entre le 30 décembre puis le 4 janvier à Dieppe, dans juste des rues... pas loin du boulevard Dieppe, mais je peux vous dire que ces cas-là, c'était souvent des genres non sécurisés, alors c'était des easy pick. Les gens ont passé. Encore là, s'il y a des gens qui ont des caméras système de la maison puis qui voient des choses suspicieuses, si vous pouvez nous soumettre ça, ça serait apprécié. Dans le cas spécifique que je parle, je sais que les gens ont appelé et rapporté. C'était la première question, évidemment, que je leur ai demandé. Merci. Alors, je pourrais vous donner plus de détails, vous envoyer un courriel. Par la suite. Bon. Certainement. Merci bien. Ça suscite rien d'autre. Alors, merci encore une fois de votre présence. C'est toujours bien apprécié. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, prochain item, présentation sur l'arrêté procédural du conseil municipal. M. Simard va introduire la discussion. M. Simard. Est-ce que c'est moi qui dois terminer ça? Et voilà. Merci beaucoup, M. le maire. Effectivement, ce soir, au bureau du greffier, on fait 2 présentations. Ça me fait particulièrement plaisir de faire ces présentations-là. C'est des présentations qui auraient normalement dû être faites en 2023, mais pour toutes sortes de raisons, ça a dû être retardé. Donc, on fait ça ce soir. 2 arrêtés. Le premier arrêté, c'est l'arrêté procédural A4 qu'on a révisé au grand complet, qu'on a rebrassé et puis qu'on vous propose ce soir. Puis le deuxième, cet arrêté-là, l'arrêté procédural, c'est moi qui vous le présente, qui fait la présentation. Et ensuite de ça, en 7.3, il y aura le code de déontologie régissant les membres du conseil qui va vous être présenté par Mme Catherine D'Entremont. Je vous fais une petite mise en contexte. Janvier 2018, pour les gens qui s'en souviennent, c'est l'entrée en vigueur de la loi sur la gouvernance locale qui changeait beaucoup de choses là, par rapport à la réglementation entourant la gestion des gouvernements locaux, des villes, municipalités, etc. Donc ça, c'est entré en vigueur le 1er janvier. Puis à la mi-année 2018, il y a 2 règlements qui sont entrés en vigueur, pas tout à fait en même temps, mais je parle de l'entrée en vigueur du règlement sur les arrêtés procéduraux qui édictent là, le contenu que doivent normalement avoir les arrêtés procéduraux des gouvernements locaux. Il y a aussi un règlement sur le code de déontologie. Ces deux règlements qui imposent l'adoption de ces éléments-là là, par les conseils de ville. C'est ce qu'on va faire à soir. Donc, pour votre information, Dieppe avait déjà les 2 types d'arrêtés. On faisait figure de modèle, je peux vous dire ça. J'avais été consulté, j'avais participé à des
à des ateliers avec le ministère des municipalités à l'époque, à Fredericton. Puis, on avait travaillé à l'époque sur le futur règlement qui concernait les arrêtés procéduraux et puis les codes de déontologie. Nous, on avait l'avantage à l'époque d'avoir déjà, puis on l'a encore, là, on a le code de conduite qui est intégré là, dans l'arrêté procédural A4 qui est actuellement en vigueur. Donc, je peux vous dire que le gouvernement et les autres municipalités à l'époque se sont beaucoup référés à ce document-là. J'étais assez fier, j'étais content de participer à ça, évidemment. Suite à l'adoption de ces règlements-là, évidemment, on a commencé à travailler sur l'arrêté A4. Et il faut savoir aussi qu'il y a des éléments qui sont survenus là, en 2018 puis aujourd'hui qui ont fait en sorte qu'on a dû repousser. Là, entre autres, je vous parle de la pandémie, puis il y a eu aussi au niveau du code de déontologie particulièrement, il y a eu la mise en place de la commission sur la gouvernance locale qui a mis en place une commission qui va gérer les agissements des élus municipaux. Je vais en reparler un petit peu plus tard, puis Mme d'Entremont aussi pourra vous glisser un mot à ce sujet-là. Donc, il faut dire aussi que j'ai une nouvelle ressource, mon greffe, ça m'aide aussi à pouvoir produire des arrêtés, puis des politiques, puis des procédures, etc. Donc, ça aussi, ça m'a aidé à pouvoir vous présenter quelque chose aujourd'hui. Puis comme je disais tantôt, il y a un mandat, en 2022, il y a un mandat qui a été donné à Mme d'Entremont, qui a commencé à travailler sur le code de déontologie des élus. Madame d'Entremont va faire la présentation, comme je disais, après moi. En gros, ces deux nouveaux arrêtés-là, ça constitue des mises à jour, des conformités à la réglementation, à la loi, puis aussi des mises sur papier, des pratiques qu'on a déjà aussi, puis qu'on s'aperçoit, on ne suit pas tout à fait ce qui est écrit dans l'arrêté, fait qu'on a décidé de corriger ces éléments-là. Donc, je vais vous faire en premier la présentation de 7.2 sur l'arrêté procédural du conseil municipal, puis Mme d'Entremont, par la suite, va procéder en point 7.3 à la présentation du code de déontologie. C'est moi qui ai la baguette magique, j'ai le contrôle du panneau avec les présentations. Donc, arrêté A4, nouvel arrêté 2024. Je vous présente les faits saillants. Donc, ça va être un survol des éléments majeurs, je dirais. Évidemment, il va y avoir tout un paquet d'éléments plus mineurs un peu, mais qui sont des modifications qui font partie de l'arrêté, mais vous avez eu, puis vous allez avoir l'occasion d'en refaire ou de faire la lecture de ces arrêtés-là. Donc, allons-y avec les principales modifications. La liste des principales modifications est la suivante. On parle des définitions. Il y a aussi le fait qu'on a modelé l'arrêté. La liste des éléments de l'arrêté est conforme au règlement, au nouveau règlement qui a été adopté à la mi-année 2018. Les règles qui régissent le comportement des membres du conseil est une obligation aussi, puis ça, on va le voir tantôt dans le code de déontologie. Il y a des modifications qui sont proposées au mode d'élection du maire suppléant, on y revient tantôt. Il y a l'insertion d'un nouvel alinéa qui traite du respect de la loi sur les droits d'auteur au Canada. Puis pourquoi qu'on a ça? C'est parce que nos réunions du conseil sont publiées sur un réseau public, Rogers. Puis quand on met de la musique ou quand on met des choses qui ont des droits d'auteur dessus, on se met à risque. Il faut que les droits d'auteur aient été respectés. Fait qu'on ajoute des éléments d'obligation de respect de la loi sur les droits d'auteur dans notre arrêté procédural. On le faisait déjà en pratique, sauf que ça va nous permettre de dire à la personne, écoutez, ça ne correspond pas à tel article, donc malheureusement, c'est soit qu'on va le mettre en silence ou qu'on va juste le retirer. Ensuite de ça, constatation du quorum, ça c'est le délai, là, on va le voir tantôt. La participation au débat par le président a été revue de façon mineure, mais quand même fait partie des modifications.
Il y a l'article, il y a le point 8, là, les délibérations du Conseil que vous voyez là. Les délibérations du Conseil, c'est la façon de mener les débats. Donc, on a introduit toute une liste de façons de faire des motions, de les voter, etc. En fait, là, grosso modo, ce que je fais, là, c'est qu'on a ça qu'on sert comme outil pour gérer les débats, puis on l'a intégré là, dans l'arrêté procédural, donc ça va faciliter le travail, à mon avis. Et il y a aussi l'introduction d'un élément avis de motion. C'est un éclaircissement en même temps. C'est une nouvelle règle, puis je crois que ça va faciliter aussi le travail de tout le monde autour de la table, puis de l'administration également. Donc ça, c'est les principales modifications qu'on va couvrir rapidement. Donc, définition, ben, je vais aller vite. Là. Il y avait plusieurs mots qui étaient définis un peu inutilement, à mon avis. Puis il y a aussi le fait que dans les définitions, il y avait beaucoup d'éléments de cette page-là qui étaient définis, puis qui sont expliqués directement dans l'arrêté, donc qui ne sont plus dans les définitions. Je crois que je passe vite là-dessus. Je vous ai dit tantôt que l'arrêté était adapté à la structure prévue par le règlement sur les arrêtés procéduraux. Fait que vous avez ici la liste que le règlement énonce là, par rapport à qu'est-ce qu'on met dans un arrêté procédural. Vous les avez en ordre aussi de qu'est-ce qu'on met dans cet arrêté-là. Donc, on est obligé de mettre le jour, l'endroit, les heures, la façon de notifier au public. Il y a tous ces éléments-là là, qu'on doit nommément mettre là, dans l'arrêté procédural, le mode d'élection du maire suppléant, la durée de son mandat. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Là. C'est une obligation de mettre ça dans l'arrêté procédural. Donc, je ne passe pas mot à mot là-dessus. On connaît un peu déjà le contenu. Évidemment, la nouvelle loi amène l'élément de outils, code de déontologie qui doit faire maintenant partie de l'encadrement des élus. Donc, ça va être fait tantôt, mais on prévoit un article simplement qui dit, bien, les membres du conseil doivent suivre le code de déontologie de la ville. Le mode d'élection du maire suppléant, puis ça, c'est particulier. Je vous soumets cette possibilité-là. Évidemment, c'est dans un esprit de transparence. Actuellement, pour les membres du public surtout, puis les gens qui ne le savent pas, actuellement, le maire suppléant se propose à une réunion à huis clos. Donc, ça se fait à huis clos. Les gens ne sont pas témoins de ça. Il y a un vote qui se fait, un vote par écrit sur des billets. Puis les billets sont ramassés par le greffier. Le greffier fait le décompte puis annonce qui est maire suppléant. On n'a pas, puis bien que le greffier ait entièrement ma confiance, puis il le sait, puis tant pis pour lui. Mais on n'a pas il n'y a pas de trace. Il ne reste rien. Ça ne se fait pas en public. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ça. Évidemment, c'est votre arrêté. Donc, je vais écouter, évidemment, vos commentaires par rapport à ça. Mais je vous propose que le maire suppléant soit élu parmi les candidats qui se proposent lors de la première réunion publique. Puis à chaque année par après. Puis je propose que le vote soit le même vote que vous faites actuellement. J'ai mis à main levée, là, entre guillemets, là, mais c'est une question de transparence, puis c'est ce que je vous propose dans le nouvel arrêté. Vous pouvez voir ça à l'article 12, là, si vous lisez l'article 12. Puis ça, je comprends, là, c'est un gros changement que je vous propose à la pratique actuelle, puis je suis ouvert à tous vos commentaires par rapport à ça. Donc ça, c'est une modification, je dirais, majeure. Je passe à la suivante. Je vous l'ai expliqué un peu tantôt. C'est la loi sur le droit d'auteur. Donc, on veut s'assurer que toutes les musiques qu'on a peuvent être diffusées sur le site de la Ville, etc., sans crainte d'avoir des problèmes par rapport au droit d'auteur. Donc, il y a 4 articles là, de l'article 17 qui ont été rajoutés à ce sujet-là, que je vous expliquais rapidement tantôt.
Constatation du quorum, c'est un élément que je vous propose de modifier. Puis c'est assez simple comme modification. Actuellement, il faut attendre 30 minutes pour la constatation du quorum. S'il manque le quorum, on attend 30 minutes. Puis maintenant, avec les moyens de communication, là, on le sait. Là. On le sait si la personne ne sera pas là dans les 5 prochaines minutes, techniquement. Là. Fait que je vous propose de passer à 15 minutes. Donc, s'il n'y a pas quorum, au bout de 15 minutes, on procède puis on reporte la réunion. Donc, c'est une petite modification que je vous propose. Il y a petite modification, participation au débat par le président. Puis ça, c'est une pratique qu'on a déjà. C'est que quand M. le maire veut participer au débat, la pratique, là, ce que l'arrêté prévoit normalement, c'est qu'il devrait se lever de son siège, puis avoir le maire suppléant qui s'assoit à sa place. Mais la pratique, c'est qu'habituellement, le maire annonce qu'il veut participer au débat, passe la présidence au maire suppléant, puis participe au débat, puis reste dans son siège, puis reprend techniquement la présidence de la réunion. Moi, je vous propose de mettre cette pratique-là sur papier, puis d'être conforme à la pratique qu'on a dans notre arrêté. Délibération du conseil, ça aussi, c'est une grosse modification, j'en ai parlé tantôt, là. Tous les débats. Puis les principes des débats, techniquement, c'est tous les principes du Bureau's Rules of Order, le livre là, auquel on est obligé. On n'est pas obligé de faire référence à ce livre-là particulièrement. Il faut en choisir un, puis la pratique ici, c'est celui-là qui a été choisi. Ça se trouve avec les mêmes méthodes de délibération que la Chambre des communes à Ottawa. C'est les mêmes règles, en fait. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai intégré, comme je vous disais, l'ensemble des façons de mener les débats avec un ordre de priorité aussi, parce qu'il y a des propositions qui se font avant d'autres, qui sont priorisées par rapport à d'autres. C'est simplement, puis c'est ça qu'on suit en général. Quand on est mal pris et que ça va mal, c'est ça qu'on sort. Fait qu'en place de le sortir, bien, vous allez l'avoir directement dans l'arrêté procédural. Donc, c'est ce que je vous propose. Puis même, on a simplifié certains des éléments de procédure de débat pour que ce soit plus facile à comprendre, puis à interpréter aussi, puis à utiliser. 9. Avis de motion. Ça, c'est une autre modification que je vous propose, puis qui m'apparaît intéressante. C'est que actuellement, la pratique, c'est qu'il y a un point à la fin de l'ordre du jour qui s'appelle avis de motion. Puis la pratique, souvent, bon, on va avoir un ou une conseillère qui va nous dire, ben moi, je propose un avis de motion de modifier tel arrêté pour faire telle chose. La réaction qu'on a souvent, c'est de dire, écoutez, c'est peut-être vite un peu, ou c'est peut-être, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas fait notre recherche, on n'a pas vérifié. Fait que moi, ce que je vous propose, c'est que, dorénavant, chaque politique, chaque arrêté devront faire l'objet d'un avis de motion. Ça veut dire que, exemple, je veux déposer une politique qui est modifiée, une politique qui existe déjà sur n'importe quel sujet. Ça veut dire qu'à une réunion, la première étape, ce ne sera pas de passer à l'adoption de la résolution, mais ça va être plutôt de donner un avis de motion. Puis comment ça se fait, ça? C'est très facile. En fait, quand on va être rendu à ce point-là de l'ordre du jour, sous avis de motion, il y aura avis de motion de la politique un tel. Monsieur le maire va dire, quelqu'un pour donner avis de motion, un des conseillers, une des conseillères va lever la main, puis va dire, je donne avis de motion. Avec cet avis de motion-là, va être joint le document politique ou va être joint le document arrêté de la ville. Donc ça va permettre, en plus, ben, de donner un écart de temps, là, soit un écart entre deux réunions du conseil pour analyser, pour lire ce document-là, pour préparer les questions, puis pour vous permettre aussi de réfléchir plutôt que d'arriver directement avec, exemple, une résolution pour une politique. Même chose pour un arrêté, ça va rajouter techniquement 2 semaines pour la mise en place ou l'entrée en vigueur d'un arrêté. Je pense que le bénéfice gagne largement là, sur la contrainte de 2 semaines de plus. Là, c'est rare qu'on va mettre un arrêté en place puis que ça le prend cette date-là. Là. C'est très, très rare.
très rare, puis il y a toujours la possibilité de faire une réunion spéciale quand ce sera nécessaire de faire ça rapidement. Donc, c'est une proposition que je vous fais. C'est assez simple. Puis je pense que ça va aussi aider à éliminer certaines questions qu'on a ou malaises qu'on a ou comment on fait par rapport aux avis de motion. Ça éclaircit la notion d'avis de motion. Puis ça va permettre de mieux travailler puis d'être plus clair, puis de permettre à la population aussi d'en prendre connaissance un petit peu avant. Question de transparence aussi. C'est la fin des faits saillants qui concernent ma présentation sur le nouvel arrêté procédural que je vous propose. Évidemment, aujourd'hui, vous allez voir plus tard, on va passer à la première, deuxième lecture. D'ici les deux autres lectures, je vais les appeler comme ça, d'ici ces deux lectures-là, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses, des questions, vous pouvez les faire. Il y a la période de questions aussi à la fin aujourd'hui. Vous pouvez poser les questions. Ceci dit, si vous me permettez, M. le maire, on passera à la présentation suivante de Mme Catherine D'Entremont. Oui. Bonsoir, bienvenue. Oh. Madame D'Entremont, bonsoir. S'il vous plaît, activez votre micro si ce n'est pas déjà fait. Oui. Oui, là, un peu plus haut, un peu plus fort. Vous m'entendez? C'est mieux? Mieux? OK, parfait. Bon. C'est bien. Parfait. Alors, merci. Merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, comme Stéphane a dit, ça fait quand même à peu près, c'était à l'automne 2022 qu'on a commencé à travailler sur le code de déontologie de la ville de Dieppe. Donc, est-ce que la présentation est là? Oui. OK, parfait. Merci. Donc, c'est pas moi qui contrôle tourner les pages, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va savoir quand ça se fait le temps. Alors, c'est Stéphane qui contrôle. Ah, OK, merci. Donc, merci Stéphane. Donc, la première page, c'est un survol des principales modifications au code de déontologie. Donc, c'est vraiment les titres de chapitres dans ce document-là. Donc, je vous laisse lire les différentes catégories. En passant, Stéphane a mentionné les modifications, les nouvelles lois, les modifications aux lois et puis au règlement, etc. Et puis, ça va peut-être être une question qui va survenir, mais je pense que je vais en parler tout de suite. C'est que la loi qui a créé la Commission sur la gouvernance locale a un processus aussi de plainte et d'enquête en vertu de cette loi-là. Mais Stéphane et moi, lorsqu'on a vu que le projet de loi était présenté, moi, j'ai fait appel au service du ministère pour obtenir des précisions, à savoir si les municipalités peuvent se prévaloir ou doivent se prévaloir des services de la Commission. Donc, la réponse et la raison pourquoi que le document que vous voyez ce soir, il est rédigé de la façon qu'il est rédigé, c'est qu'au niveau provincial, le gouvernement provincial avec la Commission souhaite que les municipalités tentent de résoudre leur propre situation en vertu de leur propre code de déontologie et leur propre procédure. Et puis la Commission, elle offre une alternative supplémentaire. Donc, les processus et tout ça que vous voyez dans votre code de déontologie, c'est justement comme ça que la province avait vu que de la façon que ça se passerait. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, mais je voulais juste mettre ça au clair au début. Donc, vous avez dans le document, la première section, on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît.
énoncé de valeurs et de principes. Donc, c'est les valeurs et les principes que vous avez déjà. On fait un rappel dans le code de déontologie. Et puis, ensuite, le code oriente le comportement des membres. C'est vraiment ça que l'objectif du document. Ensuite, prochaine, donc les responsabilités du conseil municipal, la périodicité de la révision du code et son adaptation. On a dans le document un horaire, un calendrier, c'est-à-dire le code doit être révisé après les élections municipales, là, dans un certain temps après les élections municipales, pour s'assurer que le document ne devient pas désuet. Donc, on a cru bon de préciser qu'on a une révision obligatoire du code. Ensuite, responsabilité des membres. Alors, vous voyez les différentes catégories qu'on a jugé bon de rédiger. Donc, la conduite à observer l'engagement, conduite dans les réunions, utilisation de renseignements confidentiels, dons et avantages, ressources de la ville, obligations des citoyens, comportement interpersonnel, représentation communautaire. Et il y a aussi un paragraphe sur ce qu'on fait après mandat. Donc, on a une période de 12 mois après qu'on ne siège plus au conseil où on doit quand même respecter le code de conduite. Ensuite, prochain, respect du processus décisionnel. Vous êtes au courant de votre rôle à titre de membre du conseil individuel, que les décisions, ce sont les décisions du conseil. On demande la collégialité dans la prise de ces décisions-là. On a un paragraphe qui parle de l'importance de s'abstenir d'impliquer le conseil dans les opinions personnelles. Donc, lorsque vous véhiculez des messages et puis que c'est votre opinion personnelle, ben, ce serait de ne pas faire comme si vous parlez au nom du conseil. Donc, on a cru bon de mettre un libellé autour de ces points-là. Ensuite, communication fidèle des décisions prises. Donc, une fois qu'une décision est prise par le conseil, qu'on ait voté pour ou contre, ben, on a le devoir de mettre en œuvre cette décision-là, même si on a voté contre. Ça, c'est rien de nouveau, mais on a mis ça dans le code de déontologie. Ensuite, prochain, conduite envers l'administration. Important ici, la distinction et les rôles de part et autre. Parfois, on peut se mettre les pieds dans les plats si on ne respecte pas les lignes entre l'administration et le conseil municipal. Donc, je pense que ces concepts-là, c'est pas nouveau pour vous autres, mais il s'agit de le décrire pour que ce soit très clair. Donc, les membres du conseil sont au service de la ville. Ils exécutent les directives du conseil, administrent les politiques et programmes. Les membres s'abstiennent de s'immiscer dans les dossiers de l'administration, etc. Ce sont des concepts que vous connaissez sûrement. Prochaine. L'utilisation des moyens de communication. C'est important. On en a de plus en plus des moyens de communication, semble-t-il. Donc, c'est bien de rappeler qu'est-ce qu'on doit faire avec ces dispositifs-là. Donc, les dispositifs, il faut se rappeler que les dispositifs de communication fournis par la ville, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la ville. Donc, il faut faire attention de la façon qu'on les utilise. Donc, on a mis des paragraphes au sujet de l'interdiction d'utiliser ces dispositifs-là de façon choquante ou inappropriée ou contraire au présent code. Prochain, dans la même veine, on parle encore des communications, mais ici, les médias sociaux qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, les membres doivent agir avec discrétion
concernant ce qu'ils affichent dans les médias sociaux, et puis se rappeler qu'une fois qu'on met quelque chose en ligne dans les médias sociaux, ben, c'est très difficile de l'enlever. C'est là pour de bon. Donc, le deuxième point, c'est important aussi, il ne faudrait pas induire les gens quant à votre identité ou votre qualité de représentant de la ville lors de l'utilisation des médias sociaux. Donc, avez-vous un compte personnel, puis avez-vous si c'est votre compte personnel, vous parlez à votre nom personnel, pas au nom de la ville, etc. Donc, il faut faire attention. Et puis, bien sûr, il faut s'assurer que ce qu'on publie dans les médias sociaux, que ce ne soit pas du harcèlement ou de la diffamation quelconque. Prochain, relations intergouvernementales. Les membres reconnaissent l'importance de collaborer avec les autres ordres du gouvernement et les organismes du Nouveau-Brunswick. Obligation d'éviter les conflits d'intérêts. Vous en avez l'habitude, c'est pas nouveau. Donc, il est interdit, bien sûr, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans un contrat avec la ville. J'ose croire que vous avez des procédures là, pour déclaration de conflits d'intérêts bien rodées. C'est pas depuis hier qu'on fait ça. Donc, les membres, on s'engage formellement au respect des intérêts de la ville et évite toutes les activités de conflit d'intérêts. C'est comme ça depuis très longtemps. Ensuite, conformité au présent code. On commence ici la partie du code de déontologie qu'on souhaite qu'on n'aura jamais besoin d'utiliser. Ça, je vais vous le dire. Mais si jamais on a besoin de l'utiliser, il faut avoir des procédures bien décrites, bien rodées. Donc, ce que vous avez devant vous dans le document comme tel, c'est quelques pages, mais c'est assez compréhensif comme procédure pour vous autres si jamais que vous avez une plainte. Je ne vais pas passer à travers parce que c'est ennuyant de parler de processus, mais je vous invite à lire ces pages-là. Les faits saillants, je pourrais vous dire que le maire a un rôle particulier. Vous verrez ça dans les procédures. Si jamais il y a une plainte à l'encontre du maire, mais à ce moment-là, c'est le maire suppléant qui agit au lieu du maire. Et si jamais il y a une plainte qui implique le maire et le maire suppléant, il y a une autre procédure qui est décrite. Donc, je vous laisse lire ça à tête reposée. Aussi, les grandes lignes, c'est que les membres du conseil sont obligés d'examiner toute violation possible du présent code et puis de coopérer afin de mener à bien les objectifs du présent code et de traiter toute violation susceptible du présent code. Il y a une résolution informelle qui est possible. Et puis, si vous avez l'habitude de lire des arrêtés, vous savez que tous les mots comptent des fois. Alors, lorsqu'on dit « on peut », faire appel à un processus de résolution informelle, ça ne veut pas dire qu'on doit, ça veut dire qu'on peut. Donc, s'il y a un membre du conseil qui pense qu'il y a un autre membre qui est allé à côté du code de déontologie, cette personne-là peut tenter une résolution informelle et la procédure est décrite dans votre document. Si cette procédure informelle-là n'est pas satisfaisante ou le résultat n'est pas le résultat voulu, la personne peut toujours déposer une plainte officielle. Donc, la procédure informelle n'est pas requise avant de déposer une plainte officielle, mais c'est une option. Et ensuite, si jamais qu'il y a une plainte officielle et si jamais que les critères d'admissibilité de la plainte sont satisfaits, toute enquête menée doit être menée par un enquêteur ou une enquêteuse externe et indépendante. Donc, vous n'aurez jamais une situation où vos employés ou le conseil est en train d'enquêter sur une plainte à propos d'un des membres du conseil. Ça n'existe pas. Donc,
l'importance de l'indépendance de ces enquêtes-là, si jamais il y a une enquête, et je vous souhaite de jamais en avoir. Il y a un point qui n'est pas dans la présentation, mais j'aimerais miser dessus, c'est lorsqu'on parle de services qui sont disponibles avant avant qu'il y ait un problème. Donc, dans votre code de déontologie, on prévoit un service de conseil, un service d'avis. Supposons que vous êtes, comme membre du conseil, vous êtes devant une situation et vous ne savez pas trop quoi faire. Et vous pensez que le geste que vous envisagez poser va peut-être être problématique en vertu du code de déontologie. Puis vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Dans le code de déontologie, on prévoit un service où vous pouvez faire appel à un service d'expert conseil externe et puis c'est coordonné par l'entremise du bureau du greffier. Donc ça, je dirais, c'est peut-être le paragraphe le plus important de ce document-là, c'est si vous pensez que vous allez peut-être avoir un problème avec un geste que vous pensez poser et puis que vous n'êtes pas certain, je vous encourage de vous prévaloir de ce service-là. Et puis, si vous faites appel au greffier et le greffier approuve la ressource, donc le greffier va vous trouver une ressource et puis ça va être aux frais de la municipalité. Mais il y a un processus pour ça et je vous encourage fortement de vous prévaloir de ce service-là en vue d'éviter de vous mettre les pieds dans les plats concernant ce code-là. Donc, ça, c'est pas dans la présentation, mais je tenais à vous le dire parce que je trouve que c'est peut-être la composante la plus importante du document que vous avez devant vous. Alors, on est à la fin de la présentation et puis je vous remercie de votre attention. Merci bien. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce point-ci? Si oui, s'il vous plaît, me le signaler, Madame Godbout. Merci. Moi, j'avais quelques questions, surtout en lien avec le document comme tel. Je présume que c'est le temps de demander plutôt que plus tard au point, là. Fait que, tandis qu'on est dans le sujet. Premièrement, merci à vous deux. Mes questions se dirigent peut-être aux deux différents arrêtés, mais je commencerai peut-être avec l'arrêté qu'on discute maintenant, qui est le code de déontologie. Premièrement, un gros merci pour l'excellent travail. Je pense qu'on avait jasé même depuis notre élection à voir ces documents-là. C'est des documents ça paraît qu'il y a eu des grandes réflexions qui ont été mises dans les documents qui ont été préparés et puis la qualité est excellente, alors je vous remercie. Je voulais questionner certains enjeux, juste pour mieux comprendre quelle balance, quelle réflexion que vous avez eue justement et débattue internement à l'interne pour voir où est-ce que vous en êtes arrivé. Fait que si vous me partagez juste un instant pour commencer peut-être avec le code de déontologie, j'avais une petite question sur celui-là. Le premier étant en lien avec justement les principes qu'on voulait invoquer. Puis dans le code de déontologie, on parle des valeurs et principes. Fait qu'on a intégrité, inclusion et innovation. Je me demande là s'il n'y a pas lieu ou si vous avez eu des discussions à inclure un aspect francophone dans la question de nos valeurs, qui n'est pas nécessairement énuméré là. Est-ce qu'on a pris en considération le fait qu'on a une ville qui opère en français, etc., langue de travail en français, des valeurs aussi à cet effet-là? Est-ce que ça a été une considération, puis est-ce que ça pourrait l'être? C'était ma première question. C'est-tu sa place là? Je pense que les trois sujets que vous voyez là, moi, j'ai pris ça de vos documents, vos plans stratégiques et tout ça. Donc, j'ai rien inventé. Ça serait une question plutôt pour Stéphane puis pour vous autres. Si vous voulez en ajouter, allez-y. Moi, je me suis fiée à vos documents officiels pour pondre ces paragraphes-là. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'ajouter ce que vous voulez. Stéphane. Merci, M. le maire. Par rapport aux valeurs,
on va se souvenir que les valeurs qui apparaissent ici à ce projet-là, c'est les valeurs qui apparaissent aussi au plan stratégique de la ville. C'est les 3 valeurs qui ont été décidées par les membres du conseil. Donc, la francophonie n'est pas une valeur au sens strict. C'en est une, mais elle n'est pas dans le plan stratégique, fait qu'on ne l'a pas mis dans l'arrêté sur le code de déontologie. Deuxième question, est-ce qu'il y a lieu de mettre quelque chose par rapport à ça? C'est pas impossible, c'est toujours possible. Souvenons-nous que l'arrêté code de déontologie réfère à la façon d'agir entre vous, puis avec le public, etc. Si vous voulez intégrer un élément de francophonie, c'est toujours possible. Là. Merci. Moi, c'est certain que j'aime l'idée. Fait que pour moi, c'était ma réflexion de quelque chose qui pourrait être ajouté pour améliorer le texte. Je serais intéressée à savoir, à un moment donné, avoir une discussion à cet effet-là pour l'élaborer. Merci. Si je passe à... excuse-moi, je vais faire vite là, si je n'avais pas rien là. OK. La deuxième question, c'était l'utilisation des médias sociaux. Puis je pense que vous l'avez noté là, dans vos commentaires. Moi, je l'avais noté. C'était vraiment cette balance-là entre la vie personnelle d'un membre d'un conseil avec la vie publique d'un membre du conseil. La distinction entre quand on parle dans les comptes, dans les médias sociaux. Je regardais par exemple, on ne distingue pas dans le document si on est en train d'afficher quelque chose dans les pages publiques, dans les médias sociaux, plutôt que dans des pages privées avec en utilisant un compte personnel plutôt que public. T'sais, moi, personnellement, j'ai 2 différents comptes, là, si tu veux. Un qui est personnel, un qui est professionnel, qui est peut-être plus comme conseillère. Alors, dans cette balance-là, quelle réflexion vous avez eue dans votre préparation dans le document? Je sais qu'on parle des médias sociaux, mais cette distinction-là d'une page personnelle versus quelque chose qui est comme professionnel ou comme conseillère, ça serait dans les comportements, dans comment on jugerait le comportement plus tard, c'est ça? C'est-tu plus comme ça qu'on le verrait plus tard, si c'est une bonne pratique ou quelque chose comme ça? C'est parce que c'est pas distingué dans le document. On parle juste de médias sociaux de façon très générale, comme si les 2 comptes sont mis ensemble. Fait que je voulais juste clarifier ce qu'on avait eu des discussions à cet effet-là. Pouvez-vous me donner un exemple vous avez parlé de vos 2 comptes, là. Est-ce que c'est Facebook, Twitter? Oui, comme par exemple Facebook, là, où tu as un compte personnel, où tu mets la fête de ton enfant là, avec tes amis, puis tes cousins, puis tes cousines, puis des amis que tu as dans la communauté, mais après ça, tu as aussi ta page publique où ce que tu republies et partages les annonces de la ville, les choses qui se passent et que tu échanges, que tu invites les gens à venir te communiquer avec toi s'ils ont des enjeux ou quelque chose comme ça. Fait que tu as les 2 pages distinctes. Puis la façon que c'est rédigé, ça parle de comment on se présente sur les médias sociaux, mais il y a une petite distinction qui pourrait se faire entre une page personnelle plutôt que professionnelle. Là. Je pense que vous l'avez dit dans vos commentaires qu'il faut être judicieux dans notre approche, là, puis c'est ça qui était indiqué dans le code. Là. Mais j'essaie juste de trouver cette balance-là entre le droit des gens de quand même avoir la liberté d'expression là, dans leur cours privé, là, de qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant leur cours privé, sans se mettre en danger d'être sujet à une plainte dans le code. Je pense qu'au lieu de préciser le contenant, donc page privée, page publique, oui, c'est mieux de miser sur le contenu. Donc, quand vous faites un commentaire sur votre page privée, mettons, vous ne parlez pas au nom du conseil. C'est ça le concept qui tourne autour des paragraphes là, dans les sections qui parlent des médias sociaux. Donc, c'est difficile là, de cerner et d'identifier une ligne blanc et noir du contenu, du contenant, je veux dire, mais c'est vos messages. Donc, quand vous véhiculez un message personnel, d'éviter de parler au nom du conseil parce que c'est pas la place, c'est pas votre rôle. Peu importe là, dans quel compte. Ça, je me rappelle, là, jadis au commissariat aux langues officielles, et puis on avait fait des vérifications de comptes de médias sociaux. Puis c'était une discussion qu'on avait eue à l'époque. C'est très difficile avec les médias sociaux parce que tout c'est pas nécessairement là, une ligne blanc et noir. C'est les messages qu'on véhicule dans ces réseaux sociaux-là qu'il faut faire attention de comment on se présente. Donc, est-ce qu'on parle au nom de
à son nom personnel, ben ça, c'est différent que de parler au nom du conseil. Donc, je sais pas, puis c'est peut-être là que c'est difficile de décortiquer cet élément-là plus que ça dans le document, parce que c'est assez fluide, hein, les médias sociaux. Puis, Oui, oui, donc, oui, je ne sais pas merci. si ça aide à répondre, mais c'est un peu ça la réflexion. C'est que vous êtes une personne individuelle, puis quand vous parlez à votre propre nom, ben, vous parlez à votre propre nom, puis vous véhiculez certains messages qui sont vos messages personnels à vous. Et de vraiment faire attention à ces messages-là versus quand vous parlez au nom du conseil, ou vous parlez d'une décision que le conseil a prise. Ça, c'est un différent message. Merci. Moi, j'avais juste un troisième et dernier commentaire sur le document. C'était en lien avec... puis je trouve ça bien qu'on est qu'on présente les documents maintenant. On est un conseil qui collabore vraiment bien ensemble. Fait que c'est le temps de justement avoir ces discussions-là. Mais en même temps, je me retourne la tête vers qu'est-ce qu'on fait dans des situations d'enquête, etc., quand ça va moins bien. Je regardais les outils qui sont disponibles s'il y a effectivement eu un membre a violé une disposition du code. J'ai regardé particulièrement, ça m'amène à l'item, je pense que c'est 11H. Puis là, après, c'est une liste de choses qui sont là. Le numéro 7 et le numéro 9. Réduire ou suspendre le traitement versé aux membres pour ces services, puis imposer des restrictions aux membres quant à l'accès aux installations, services et fournitures de la ville. Comme il y a toute une énumération là, d'enjeux. Là. Puis pour moi, ces deux-là étaient particulièrement sévères, là, si tu veux, là, en termes de quand est-ce que ça pourrait être imposé. Puis on ne distingue pas entre la sévérité. C'est-tu l'idée à ce moment-là qu'on est vraiment censé laisser autant de discrétion possible au conseil à ce moment-là d'utiliser ce qui est approprié, puis on ne distingue pas et on n'émet pas, on les met pas en ordre de sévérité? C'est par exprès pour vous donner une marge de manœuvre. Quand je dis vous, c'est le conseil. Donc, okay. La sanction devrait être en fonction de la violation. Donc, c'est à vous. Vous avez une marge de manœuvre. Vous pouvez imposer une sanction, vous pouvez toutes les imposer. Et n'oubliez pas, le membre du conseil, peu importe là où les sanctions imposées, le membre du conseil a toujours sa place au conseil. On ne peut pas enlever le membre du conseil de son poste. Là. On ne peut pas faire ça en vertu du code de déontologie. Donc, les sanctions que vous avez là, c'est vraiment fait par exprès pour vous donner au conseil toutes les options possibles. Et puis, c'est au conseil. Donc, l'enquêteur, à la fin du processus d'enquête, présente le rapport avec les conclusions. Est-ce que la plainte ou les plaintes sont fondées ou non? Et fait des recommandations de sanctions. Recommandations. La décision revient au conseil de mettre en œuvre les sanctions et puis c'est la décision du conseil. Et c'est fait exprès pour donner plusieurs sanctions possibles et puis le conseil va prendre ça en délibéré et puis va choisir là où les sanctions qui sont appropriées pour la violation et la sévérité de la violation. Merci. Puis je présume que c'est la loi sur la gouvernance, M. Simard, qui vient, la loi sur la gouvernance locale qui viendrait gérer si quelqu'un est enlevé de son poste, etc. Hein? C'est une autre loi qui vient. C'est ça qui gérerait, mais au Nouveau-Brunswick, à ma connaissance, ça n'existe pas. Ah, OK, c'est ça. Parce que ma réaction quand je disais ça, je dis, ben, on fait un peu indirectement ce qu'on devrait faire directement ailleurs, peut-être, en enlevant quelqu'un, ce qu'on imposait, tout ça. Là. Fait que c'est pour ça que je me disais, ben, tu sais, c'est pour ça que je me disais, pourquoi ça avait de l'air sévère? Mais là, je comprends, là, pourquoi on a besoin, l'ampleur de ces options-là. C'est aussi un copier-coller de ce qui existait avant avec quelques ajouts que Mme d'Entremont a fait. OK. Ça, c'était mes questions sur le code de déontologie. J'en avais peut-être une autre sur d'autres arrêtés. Mais on peut passer à d'autres, ce qu'il y en a d'autres. Merci. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Ma question rapide qui s'adresse à M. Simard sur l'arrêté procédural. Juste pour clarifier le point numéro 4 sur l'élection du maire suppléant. Oui. Faire sûr que j'ai bien compris. Donc, on dit qu'on parle ici d'un vote à main levée. Donc,
si je comprends bien, il n'y a pas de vote secret sur des billets. C'est vraiment... c'est pas on vote sur des billets, puis après ça, c'est vote à main levée pour passer la proposition. C'est vraiment un vote à main levée à tour de rôle sur les différents candidats. C'est ce que je vous propose. OK. Merci. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci. Moi aussi, c'est en rapport avec cette question-là. Quelles sont les pratiques courantes dans d'autres conseils municipaux? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a... C'est une bonne question. L'élection. On va le savoir en lisant les arrêtés procéduraux des autres villes. Je n'ai pas la réponse immédiatement OK. au moment où on se parle. OK. Parfait. Merci. Mais on aura la réponse prochainement. On peut tout à fait faire une recherche auprès de l'UMNB. Merci. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Moi aussi, ce serait juste une question d'éclaircissement. Concernant les droits d'auteur, ce que j'ai bien compris, M. Simard, c'est que nous, si on fait une présentation où on a une certaine vidéo, on veut utiliser une certaine chanson, on doit respecter les droits d'auteur. Qu'est-ce qui arrive au point, à un moment donné, à nos employés ou une association quelconque viennent nous présenter leur sujet et à l'intérieur de ça, ils ont une vidéo qu'ils veulent nous le faire entendre et ils ont de la musique qui accompagne. Est-ce que c'est à nous maintenant de vérifier cette association-là, savoir s'ils ont respecté les droits d'auteur ou c'est encore... Comprends-tu, là? Oui. Vous voulez que je réponde? Oui, s'il vous plaît. Oui, absolument. À la page 66 du paquet, vous avez la réglementation par rapport à ça. Preuve des droits. Ça dit, lorsqu'il transfère sa présentation au bureau du greffier, le présentateur doit fournir une preuve écrite que le contenu protégé peut être utilisé légalement, par exemple, pour la chaîne YouTube de la ville ou une diffusion télévisée, il y a des moyens qui sont prévus, au moyen d'une licence valide accordée par le détenteur des droits d'auteur, en accord avec la loi, ou d'une confirmation écrite que la musique est dans le domaine public ou sous une licence appropriée d'un organisme autorisé de droit d'auteur. Il existe quelques organismes qui gèrent ça. D'accord. Donc, les gens vont devoir faire une demande puis nous fournir la preuve comme quoi que c'est autorisé. À ma connaissance, ça ne nous a jamais arrivé ici au Conseil, ou ça aurait pu arriver. On est proactif là, par rapport à ça. Là, on fait attention à ça, puis on fait nos vérifications actuellement, sauf que c'est la Ville qui fait ces vérifications-là, alors que c'est pas la Ville qui produit les documents et les vidéos en question. Oui, exactement. Merci. Merci, Mme Godbout. Merci. Moi, c'était juste j'aimerais connaître un peu la réflexion sur la section sur la suspension pour situation d'urgence. Est-ce que, puis je suis moins familière avec le code de Bourrinot's Rules, là, celui-là, je le connais un peu moins, mais parfois, on voit dans les situations de déclaration d'urgence, est-ce qu'on doit faire une distinction dans certaines choses pour une résolution spéciale plutôt qu'une résolution ordinaire? Puis quelle sorte de réflexion que vous avez eue là? Je sais qu'il n'y a pas de distinction qui est prévue ici, mais qu'est-ce que vous pensez d'une distinction comme ça? Puis si vous pourriez nous partager tes réflexions. Oui, en fait, il n'existe pas de résolution spéciale ou ordinaire. Là. Il y a des résolutions 2/3, on s'entend, ça existe. Là, mais en fait, supposons qu'un avion s'écrase sur la ville. Bien, ça presse de faire quelque chose, ça peut arriver. Il peut être nécessaire de tenir une réunion. Le but de ça, c'est d'enlever la pesanteur ou la lourdeur, puis de permettre au conseil municipal de réagir rapidement. Donc, au lieu de mettre des bâtons dans les roues, en fait, j'en enlève. J'aurais pu mettre, en cas de situation d'urgence, le conseil aux 2/3 peut faire ci, faire ça, mais c'est pas ça qui est le but. Le but, c'est de donner de la marge de manœuvre au conseil pour agir rapidement. Puis on s'entend, là, c'est des situations exceptionnelles qu'on voit très, très, très rarement. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allé avec un type de résolution particulier, même si on parle de situation d'urgence. D'ailleurs, dans le règlement actuel, dans l'arrêté actuel, cette possibilité-là est déjà prévue et puis ne prévoit pas de ce type de résolution actuelle. Puis je me dis peut-être que les gens, devant l'incapacité de la Ville à agir, seraient probablement pas contents envers le Conseil.
c'est peut-être pas la voie à suivre non plus. En tout cas, c'est ce que je vous propose là, ce soir. OK, merci. Ma deuxième et dernière question sur cet arrêté-là, c'était au niveau de l'avis de motion. Oui. Je comprends la procédure qui est proposée, je comprends le raison d'être. Je me demande si, par contre, le processus n'est pas trop intimidant pour les conseillers. C'est intimidant de préparer un document d'arrêté. Alors, ça présume, avant qu'on amène l'avis de motion, je ne sais pas si dans un processus d'avis de motion, ça veut dire que c'est quelque chose, au moins un dossier qu'un conseiller essaie de, si tu veux, prendre un certain leadership ou vouloir évoluer. Fait que comment est-ce que concrètement, ça pourrait se faire sans que ça soit trop comme un processus intimidant, parce que je me verrais mal dire que chaque personne autour de la table puis un futur élu serait se sentir prêt à préparer un document qui pourrait ressembler à un arrêté. Alors, qu'est-ce qui seraient les outils, les ressources qui pourraient être disponibles pour accompagner un conseiller dans un processus comme ça? Je vous rappelle que ce n'est pas le rôle des membres du conseil, d'abord, d'écrire des règlements ou d'écrire des politiques puis des arrêtés. C'est le rôle de l'administration. Oui, vous avez accès à des outils, vous avez accès à toute l'administration, vous avez accès au directeur général qui est là aussi pour je vais dire dispatcher, je n'ai pas le nom en français qui me vient, distribuer les travaux puis les demandes de rédaction de documents divers. C'est pas dans cette optique-là que je vous propose ça, mais je vous proposais ça plutôt dans une optique où quand on donne un avis de motion, on a déjà une bonne idée de ce qu'on veut proposer puis de ce qu'on va soumettre aux membres du conseil. Et puis, c'est pas juste, je vous rappelle, là, toutes les politiques, tous les arrêtés nouveaux qui modifient ou qui abrogent vont devoir passer par la procédure d'avis de motion. Donc, ça va vous donner l'occasion à ce moment-là de le lire, d'en prendre connaissance, puis d'émettre vos opinions. Vous allez avoir un petit peu plus de temps. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, je répète, là, vous avez accès à toute l'administration qui est là pour ça. Et puis, ça vient aussi régler, du coup, un peu les malaises qu'on voit là, toutes les fois qu'il y a un avis de motion, puis qu'on n'est jamais prêt à avoir un avis de motion sur la table à la dernière seconde, sans savoir exactement de quoi on pense. Donc, ça permet aussi de solutionner cet élément-là. Donc, c'est le directeur général, grosso modo. Là. De toute façon, votre premier accès, c'est le directeur général, toujours. Autant en matière d'avis de motion que de plaintes, que de commentaires, etc. Donc, vous les avez, les outils, ils existent déjà. OK, merci. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je pensais qu'on discutait surtout du code de déontologie. Je n'ai absolument rien à redire du code de déontologie. Madame d'Entremont et M. Simard, je vous remercie, vous avez fait du très beau travail là-dedans. Maintenant, j'ai des commentaires. J'ai 3 questions au sujet de l'arrêté procédural. Premièrement, la question d'élection de la maire ou mairesse suppléante. Le vote à main levée, j'y vois un problème parce que j'ai vu dans d'autres municipalités où ça a créé des animosités inutiles, des malaises inutiles. Mais je n'ai pas de problème à ce que, par esprit de transparence, que ça se fasse dans la réunion publique, mais que le vote se fasse quand même par vote secret. Puis, si on veut qu'on n'a pas confiance dans le greffier pour compter les votes, mais il y a d'autres moyens qu'on peut trouver. Trouver un autre greffier. Oh non! non, mais lorsqu'il y a des élections, il faut se fier à quelqu'un. Oui, le candidat a le droit d'avoir un représentant. Alors, ça pourrait être une autre solution. Ouais, 2 personnes. Oui. Alors, ça c'est pour ce point-là. La question de la participation du président au débat, je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est déjà couvert dans les codes de présidence de réunion, Bourrineau et le code Morin. C'est déjà prévu. Alors pourquoi? Il me semble que c'est superflu d'être là-dedans.
OK, oui. En fait, j'aurais pu juste prendre le code Bruno puis tout le mettre, puis ça serait ça l'arrêté, vous avez raison. C'était juste pour des questions de simplicité puis de référence. Au lieu de référer à un livre externe, on prend notre arrêté procédural, puis on s'y réfère, puis ça fait le travail. OK, je suis d'accord avec le contenu. Simplement que je trouvais que... Et la question de l'avis de motion, la façon que vous l'avez présentée, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'ajouter une étape? Ça va ralentir le processus encore plus. Évidemment, ce n'est pas ça le but. Est-ce qu'on ajoute une étape? Oui. La réponse est oui. Mais je vous signale que cette étape-là existe dans d'autres provinces. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait apparaître. Donc, puis ça a les avantages que je vous ai expliqués tantôt et l'inconvénient de rajouter, puis je l'ai dit aussi tantôt, un délai de 2 semaines possible là, entre 2 réunions. Effectivement, mais ça vous donne quand même l'occasion. Puis moi, je trouve ça intéressant de prendre connaissance du document, puis pas juste avoir 2 semaines pour réfléchir à un document, mais ça peut techniquement vous donner 1 mois, techniquement. Puis... OK. C'est tout ce que j'avais. Merci. Merci bien. Il n'y a pas d'autres intervenants, intervenantes. Parmi nos 2 collègues qui sont à l'extérieur, Madame Genet ou Monsieur Godette, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Tout a bien été posé déjà. C'est super. Merci. Merci, Monsieur Godette. Merci. Les questions ont pas mal toutes été répondues. C'est beau. Merci. Alors, merci pour ces 2 présentations. On a bien hâte de voir les suivis. Et ça nous amène question du public, l'item numéro 8, si je ne me trompe pas. Oh, excusez-moi, présentation du plan de croissance de transport en commun. Jérémy Aubé. Jérémy, excuse-moi. Je vais même allumer ton micro. Parfait, merci beaucoup. Je vais faire ça rapidement comme ça. Bonsoir, Monsieur le maire, chers membres du conseil. Je suis ici aujourd'hui avec une très courte présentation pour mettre un peu de contexte à une demande qui va suivre plus tard dans l'agenda ce soir, soit une résolution pour l'achat de 2 autobus pour soutenir la croissance de notre service de transport en commun. Donc, j'aimerais débuter premièrement avec juste ramener la carte à l'écran que j'avais présentée lors du printemps 2023 qui reflète un peu c'est quoi la croissance en transport en commun au niveau des nouveaux trajets dans la ville. Puis j'aimerais préciser que cette carte-là va être explorée en plus en profondeur au travers du processus de consultation publique qu'on va entamer dans les prochaines semaines, les prochains mois, afin de valider justement ces trajets-là. Donc, ce qu'on voit à l'écran tout de suite, juste pour mise en contexte, peut-être visuel, plus rapide, en vert, c'est les trajets existants qu'on a aujourd'hui avec notre service de transport en commun avec Cosac Transpo. Puis ensuite de ça, le trajet A, qui est le trajet Bourgogne ou Rouge-Vent, c'est essentiellement une boucle de trajet communautaire, donc qui passe par la Champlain, le boulevard Dieppe-Nord, la Melançon et la Miro. En bleu, le trajet B proposé, c'est un trajet qui passe par Charlesville, Lakeburn et Lorette, avec une certaine redondance sur la Miro également. Puis le trajet C, qui est en genre de rouge pâle, c'est qui passe de l'Aviation, Adelaide-Savoie, boulevard Dieppe, puis Dover. Donc, c'est ça, les 3 trajets de base qu'on aurait au moment de débuter le processus de consultation publique. Puis évidemment, on va regarder des commentaires au travers de cet exercice-là pour voir s'il y a lieu de les modifier. J'aurais également rajouté qu'on va, avec le temps, revoir, réviser ou modifier, si nécessaire, nos trajets existants. Donc, avec l'ajout des nouveaux trajets qui vont s'en venir éventuellement, il y aura certainement une analyse à faire à voir est-ce que nos trajets existants, c'est quoi l'impact, est-ce qu'on peut les optimiser eux également pour qu'éventuellement, on optimise tous les trajets qui vont exister dans le futur. Oh, pardon. Donc, la prochaine diapo, c'est essentiellement, je dirais, la viande de ce que je vais présenter ce soir. Donc, c'est un peu un lien que je vais faire entre la flotte d'actifs d'autobus qu'on a maintenant et dans un futur approché, la capacité opérationnelle que ça nous permet à mesure qu'on va faire une croissance de la flotte de véhicules, puis la bonification, la croissance de service qui est reliée à la croissance de la flotte de véhicules qu'on a avec le service. Donc, si on passe ligne par ligne, donc rapidement pour 2023, qui est déjà en arrière de nous,
On a une flotte totale de 4 autobus avec 3 qui sont actifs, ce qui inclut le nouvel autobus qu'on a reçu à l'automne puis qui va être mis en service très prochainement. Puis j'aimerais simplement mentionner ce qu'on regarde au niveau de la bonification du service en 2023. Ce qu'on a observé à l'automne avec les modifications qu'on a faites au début de septembre, pour les mois de septembre, octobre et novembre, on n'a pas reçu les chiffres de décembre encore. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner. On a vu une augmentation d'à peu près 40 de l'achalandage de notre service de transport en commun à l'automne, ce qui est, je pense, excellent, qu'on peut le dire. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles, puis je pense que ça nous pointe dans la bonne direction. Si on regarde maintenant pour 2024, mais dans l'attente de nouveaux autobus, évidemment, on n'a pas grand changement qu'on peut faire. Je pense qu'on a déjà optimisé à ce point-ci les services qu'on offre au niveau du transport en commun avec Kodiak Transpo selon la flotte active qu'on a. Donc, le seul ajustement mineur qu'on veut faire pour 2024, qu'on ne pourrait pas faire un peu plus tard cet hiver, c'est au niveau du service de samedi matin sur les lignes 94 et 95 pour venir s'enligner avec l'horaire qui va résulter du service révisé de transport à la demande. Donc, au niveau de 2024, des modifications assez mineures quand même. Puis en 2025, mais c'est à ce moment-là, je pense qu'on va avoir des changements significatifs. Donc, en 2025, on regarde à passer à une flotte totale de 8 autobus, dont 6 qui sont actifs. Puis cette flotte totale de 8 autobus, mais elle est basée sur notre flotte existante d'aujourd'hui, donc 4 autobus. On va rajouter à ça nos 3 autobus de remplacement qu'on a fait pré-approuver à l'automne. On était venu conseil pour une demande d'autobus de remplacement. Les 2 nouveaux autobus qu'on va demander ce soir pour procéder à la commande pour les avoir en 2025. Puis ensuite de ça, le retrait de l'autobus numéro 700 en 2025 également. Donc, ça veut donc dire, je vais faire sûr que ça fonctionne, on passerait à 8 autobus total, ce qui veut donc dire qu'on passerait de 4 à 8 autobus résultants. Puis on continuerait à maintenir notre ratio de réserve de 25 %, ce qui veut donc dire qu'on aurait une flotte active de 6 autobus en 2025. Ce que ça veut dire, ces 6 autobus-là en 2025, en termes de flotte active, mais ça nous permettrait, en termes de bonification, d'ajouter 2 nouveaux trajets sur notre territoire. Donc, 2 trajets qui sont tirés des 3 trajets qu'on a vus tantôt à la carte que j'ai montrée à la diapo précédente, puis qui sont clairement, j'aurais confirmé ou validé selon l'exercice de consultation publique qu'on va faire dans les prochains mois. Puis également, on regardera augmenter la fréquence sur certains trajets ou certaines routes clés de la ville. Donc, avec cette flotte active de 6 autobus-là, ça serait le service auquel on regarderait. Puis le lien que je veux faire ce soir pour mettre en contexte avec le mémo qui s'en vient prochainement dans l'agenda de ce soir, c'est au niveau des coûts opérationnels. Donc, évidemment, lorsqu'on augmente la flotte, on augmente le service, mais il y a une augmentation des coûts opérationnels qui est reliée à ça. Puis, ça serait prévu à ce moment-ci une enveloppe d'environ 800 000 à 1 200 000 $ par année net, donc après les revenus. Puis ça se traduit par une augmentation moyenne de 200 à 300 heures de service par semaine, selon les désirs du conseil municipal, selon les recommandations qu'on va effectuer à ce moment-là. Donc, en gros, ça représente une augmentation, comme je disais, des coûts de 800 000 à 1,2 million pour 200 à 300 heures additionnelles de service par semaine. Puis cette enveloppe d'heures-là correspond aux 2 nouveaux trajets, puis à l'augmentation de fréquence sur notre service au complet en même temps. Ce que j'avais. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci bien. Questions de la part des membres du Conseil. Madame Godbout. Merci. Alors, je voulais juste clarifier qu'avec les planifications que vous avez, on va pouvoir ou on envisage d'être en mesure de pouvoir adresser les enjeux comme l'utilisation du transport public, du transport en commun pour pouvoir se rendre de la ville de Dieppe à l'Université de Moncton, par exemple, dans un temps qui convient à nos étudiants, ou accès à l'hôpital, des trajets. On continue aussi à essayer de s'assurer qu'on s'aligne pour faire cette coordination-là, pour améliorer ce service-là. Oui, à 100 %. Je pense que le défi demeure le même, que ce soit à l'intérieur de la ville de Dieppe, ou ce que je peux utiliser le concept, désolé mon anglais, là, de interlining. Oui. Donc, d'aller, par exemple, à l'hôpital de Chutes-du-Mont ou à l'Université de Moncton, ça inclut de traverser de la ville de Dieppe à la ville de Moncton. Donc, c'est des conversations qu'on a, je dirais, régulièrement avec Kodiak Transpo afin de trouver c'est quoi la solution. Mais que ça passe soit par l'entremise de véhicules qui proviennent de la flotte de la ville de Dieppe ou de la ville de Moncton, le défi demeure d'avoir des véhicules, mais c'est certainement sur un radar parce qu'on sait que le besoin est là, puis qu'on veut y remédier et y répondre. Puis des investissements comme ceux-ci vont nous améliorer nos chances de pouvoir y répondre. À 100 %. On va donner une capacité opérationnelle pour atteindre ça. Merci. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, merci pour la présentation. Parfait. Merci beaucoup.
je pense qu'en général, le Conseil est vraiment heureux de voir la direction dans laquelle on s'en va et on a bien hâte de voir nos citoyens en profiter. Merci bien. Et maintenant, l'item numéro 8, question du public, notre vaste public. Aucune question reçue par Internet non plus. Alors, on va continuer avec l'adoption du procès-verbal de notre dernière réunion du mois de décembre. Pour la résolution, Monsieur Lanteigne. J'en fais la pourvueté de résolution. Oui. Comment ça fait que je l'ai fait? Point 9 dans votre... OK, ouais. Je propose juste l'adoption, c'est ça, je propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 décembre dernier. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Alors, proposition par le conseiller Lanteigne, appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et par la suite, nous avons eu une réunion le 14 décembre, proposée pour la résolution, proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Turgeon-Roy. Question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. À l'item 10, pour le... Item 10.1, mobilité urbaine. M. Mélenchon. Je vais m'activer. Alors, bonne année tout le monde. M. Aubé a très bien expliqué l'objectif. Alors, c'est pour autoriser l'acquisition de 2 nouveaux véhicules pour augmenter le niveau de service et la flotte d'autobus. Donc, pour la lecture de cette résolution, Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le personnel de la Ville à procéder à la commande achat de 2 autobus pour le service de transport en commun afin d'appuyer la croissance du dit service de la municipalité. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant à l'item 10.2, M. Mélenchon. Alors, la Ville de Dieppe a 2 sièges sur le conseil d'administration de l'équipe de direction à l'international, à l'aéroport international du Roméo Leblanc. Alors, ici, c'est pour un renouvellement de 2 personnes, Luc Elsliger et Jean Corriveau, qui se terminerait en mai 2027. Alors, c'est pour votre approbation d'un renouvellement de mandat. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Luc Elsliger et Jean Corriveau au conseil d'administration de la direction de l'aéroport international du Grand Moncton pour un autre mandat se terminant en mai 2027. Je le propose. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, à l'item 11, arrêtés municipaux, M. Mélenchon, 11.1. Alors, encore une fois, la présentation, les modifications ont été, un sommaire a été présenté par M. Simard. Alors, c'est pour avoir une première et deuxième lecture. Les commentaires qui ont été reçus vont être regardés, évalués, puis on en fera un constat lors de la prochaine réunion du Conseil, mais c'est pour entamer le processus d'adoption au niveau de l'arrêté A4. Merci pour la lecture de la résolution, les deux premières lectures, l'une après l'autre. M. Lanteigne, s'il vous plaît. Par titre seulement. Oui. Par titre seulement, oui. Merci, M. le maire. Donc, arrêté A4
A-4-2024, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Une question, oui. M. Lantaigne. J'aimerais demander, je ne sais pas si c'est le temps de le faire, là, mais justement au rapport aux commentaires, je suis d'accord avec le conseiller Thibodeau sur la question de modifier le vote pour le maire ou mairesse adjointe. Je serais d'accord que ce soit fait public. Je serais d'accord qu'on dévoile même les billets, mais j'aimerais proposer que le vote se fasse de façon secrète. Donc, voilà. On va arriver avec une procédure qui sera identifiée dans la version révisée. Excellent. Merci. Alors, on peut quand même accepter à ce point-ci la résolution comme telle. Monsieur Thibodeau. Oui. Est-ce qu'on doit appuyer l'amendement proposé par... Alors, on a jusqu'à la troisième lecture à pouvoir faire des modifications. Alors, on a pris note des suggestions. On vous apporte des versions révisées. Puis, à ce moment-là, vous pourrez encore poser les questions si ce n'est pas le niveau de confort que vous avez. D'accord. Alors, ça nous permet de continuer le processus quand même qui, je pense, a été proposé par le conseiller Lantaigne et appuyé par le conseiller Rideau, excusez-moi. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder maintenant avec la deuxième lecture. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur Lantaigne, excusez-moi. Donc, arrêté A-4-2024, arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Et vous êtes appuyé par le conseiller Brideau. Alors, sur la question, on a déjà touché la question, alors ça sera retenu vis-à-vis la troisième lecture. Alors, ceci étant dit, ceux qui sont en faveur de la résolution en deuxième lecture, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le A... Non, excusez-moi, le A... 4-2024 est accepté en deuxième lecture. Qui nous amène l'arrêté A7-2024 sur le code de déontologie régissant les membres du conseil municipal. Monsieur... Alors, ça, c'est la présentation de Mme D'Entremont. C'est ça. Elle a fait également une excellente remarque sur l'arrêté A17. Alors, c'est pour votre considération. Il y a toujours par la suite la commission municipale qui sera aussi à une autre étape si c'est nécessaire, mais pour ceci, c'est pour gérer à l'interne ces situations se présentent. Merci. Et pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté A-17-2024. Code de déontologie régissant les membres du conseil de la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci. Moi, je suis en faveur du code très bien préparé, etc. J'ajouterais juste mon point sur les énoncés des valeurs et principes au point 4. Au niveau de la francophonie, je pense que nos documents de gouvernance doivent et pourraient de la place à ajouter quelque chose au niveau de nos valeurs sur ce point-là. Mais le reste, c'était très beau. Ce qui ne mettrait pas en danger la liberté d'un anglophone de non, pas du tout, mais tout simplement pour s'exprimer que la langue de français. Alors, avec à être ramené une révision avec une révision, c'est ça. Alors, on accepte en première lecture, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté 17 sur le code de déontologie est accepté en première lecture. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par lecture seulement, par titre. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté A-17-2024, Code de déontologie régissant les membres du conseil de la ville de Dieppe.
Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau par titre seulement, puis qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A17-2024 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Et nous en sommes rendus à l'item 11.3 concernant l'arrêté Z10-2021 pour soit l'arrêté modifiant l'arrêté de zonage pour usage de chenil commercial. Pour la lecture de cette résolution dans son intégrité. Alors, merci, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Arrêté Z-10 2021-10, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs qui lui confère la loi sur l'urbanisme, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 19, le conseil municipal de Dieppe édicte ce qui suit. L'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z-10 2021, édicté le 12 avril 2021 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sur le numéro 411-73189 le 15 avril 2021 est modifié comme suit. Paragraphe 1. L'alinéa 7.3.1a est modifié par la jonction de ce qui suit. Paragraphe l'alinéa 27, chenil commercial sous les herbes de 7.3.7. Et paragraphe 2, l'article 7.3 est modifié par l'adjonction du paragraphe 7.3.7 comme suit. 7.3.7, dans le cas d'un usage de chenil commercial, l'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment. Je vous soumets dans l'arrêté dans son intégralité, M. le maire. Merci. Alors, proposé par la conseillère Godbout, appuyé par le conseiller qui est très occupé ce soir, Brideau, du côté gauche, le seul gauchiste qui nous reste. Alors, c'est étant dit, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'arrêté Z10-2021, l'arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe concernant l'usage de chenil commercial. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. 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 Ou l'avis contraire par un non. Alors, c'est accepté en lecture dans son intégrité et nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. Madame Godbout. Alors, arrêté Z-10 2021-10, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en titre seulement. Troisième lecture, M. le maire. Merci. Proposé en troisième et dernière lecture par titre seulement par la conseillère Godbout, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune autre question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Le Z10-2021 est accepté dans son intégralité. Alors, avis de motion. Aucun avis de motion. Alors, on continue avec demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Et je crois qu'on va commencer avec nos deux collègues qui sont au bout du fil, avec M. Godette en premier. Merci, M. le maire. Moi, je voulais seulement juste mentionner pour tout le monde qui ne le sait pas, il y a pas mal de monde qui le sait, pour l'expansion du boulevard Dieppe, les belles fêtes de Dieppe. J'ai hâte de voir les kilomètres de développement et d'activités qui vont être dans mon développement-là se dérouler. Tout ça va annoncer. Merci. Merci. On n'a pas tout à fait compris le message, mais je pense que tout le monde est heureux dans votre bout, puis bien hâte que ça se fasse. C'est bien ça? On vient de vous perdre. C'est beau. Merci Madame Jeannin. Pour moi, il n'y a rien à ajouter. J'aimerais juste vous souhaiter une très bonne année à tout le monde, à nos collègues, à tous les employés et à tous les citoyens. Et à la prochaine.
Merci, à bientôt. Alors, maintenant, Monsieur Brideau. Brideau. Gauche. Oui. C'est le gauchiste. Merci, M. le maire. Oui, ça s'en vient, là. Ça s'est arrivé à quelques occasions que les membres du conseil ont remercié les employés pour le travail qui est bien fait. Alors, je dois rapporter ce sujet ici. C'est un résident de la région de Lakeburn qui m'a demandé de transmettre des félicitations aux employés de la main-d'œuvre qui font le nettoyage, la main-d'œuvre, de la maintenance, c'est-à-dire qui font le nettoyage des rues depuis l'hiver passé. Et puis, cette année, on n'a pas eu de neige encore, on était chanceux. Mais il tenait à féliciter les employés pour le beau travail qui est fait à la ville de Dieppe. Et à part de ça, moi, je souhaite également à tous nos résidents un bon début de 2014, santé, bonheur, paradis à la fin de vos jours. Ça va de mise, hein? Le plus tard possible. Et puis, je rappelle aux résidents aussi, on attend dans les prochains jours de la neige. On ne sait pas comment ça va finir, la pluie, la neige, du gel. Mais avis aux automobilistes, le stationnement des rues, pensez-y 2 fois parce que vous ne voulez pas vous faire remorquer vos voitures. On stationne dans les cours autant que possible, mais non pas sur la rue. Bonne soirée à tout le monde. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Avant de commencer, je veux juste vous signaler que pour notre grand public, c'est nous qui sommes la gauche. À part ça, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf des souhaits de bonne année à tous les employés, nos collègues, et ainsi que les citoyens de la ville de Dieppe. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voulais juste, en parlant de neige tantôt, juste en profiter pour faire un rappel qu'on est vraiment chanceux à Dieppe parce qu'on a l'anneau de glace. Même s'il n'y a pas de neige puis il n'y a pas de fait trop froid, juste faire un rappel aux résidents qu'on a les plaisirs sur glace puis on a plein d'activités puis ça bourdonne vraiment cette année. Je peux voir alentour, ça fait qu'on est vraiment chanceux. Ça fait que je voulais juste faire un petit rappel de ça qu'on est choyés à Dieppe puis d'en profiter. Et aussi, moi aussi, de souhaiter la bonne année à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci bien, Madame Godbout. Merci. Je dirais merci, M. Thibodeau. C'est vrai qu'on est à la gauche. On n'est pas nécessairement des gauchistes. Je suis définitivement parfois gauche, mais je suis définitivement aussi gauchère. Fait que je ne sais pas là-dedans comment est-ce que je vais m'en démêler ce soir, mais je vais m'essayer. Juste une annonce pour les membres du conseil. L'autorité policière, on engage dans les prochaines semaines, j'ai 1 ou 2 samedis, dans des planifications stratégiques et des suites de choses à cet égard-là. Fait que le travail est effectué et continue à s'effectuer. Les messages qu'on a livrés du conseil ont été entendus et puis il y a du beau travail qui se fait à cet effet-là dans les prochaines semaines. Et puis je vous reviens avec la suite de ces choses-là. Je voulais aussi souhaiter une très belle année aux employés et au public, un bon 2024. Continuons la progression, la croissance et la collaboration qu'on a vue dans la dernière année. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci bien. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, au risque de me répéter, bien sûr, bonne année à tout le monde, aux collègues ici autour de la table, les employés, les citoyens. Bonne année, puis ça a vraiment bien commencé justement avec la belle annonce qu'on a eue vendredi dernier. Puis en passant, félicitations, puis merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé extrêmement fort là, pour amener ce dossier-là à terme. Le dossier n'est pas encore à terme, mais d'amener les argents pour pouvoir permettre de commencer les travaux, puis on a bien hâte de voir ça. Sur ce, merci, puis bonne soirée. Merci bien. Moi aussi, évidemment, je veux souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos citoyens, à tous nos employés. Oui, effectivement, c'était vraiment spécial ce vendredi dernier de pouvoir voir finalement le tronçon qui sera financé par la combinaison des trois niveaux de gouvernement et vraiment régler un tas de petits problèmes que nous avons dans la communauté, qui est vraiment le manque d'espace pour tous les gens qui veulent venir s'installer à Dieppe. Alors, ça va nous permettre quand même de
faire bien grandir notre communauté. Et de là, il faudra évidemment continuer à améliorer nos services d'autobus et toutes ces belles choses-là pour que nos citoyens se sentent bien à l'aise dans notre communauté, puis de devenir de plus en plus une ville verte, autant comme on peut financièrement. Il faut toujours penser au côté financier. C'est ça qui fait qu'on vient travailler à tous les jours, puis qu'on nourrit nos familles. Alors là-dessus, bonne année à tous et à toutes, et à la prochaine.